Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre Luisa Valente, qui est donc professeure à l'université La Sapienza, qui est une élève d'Alfonso Mayeru, qui est un ami de longue date, qui était un grand ami et une personnalité importante italienne pour l'histoire de la philosophie médiévale, et qui a beaucoup travaillé sur les questions, sur le XIIe siècle. Elle a vraiment renouvelé l'histoire du XIIe siècle, en particulier en remettant à l'honneur la tradition porétaine et en contribuant aussi au rapport entre logique et théologie dans son livre sur logique et théologie des écoles du XIIe siècle. Et en montrant sur beaucoup d'aspects que beaucoup de choses qu'on croyait être nées au XIIIe siècle, en fait, avaient des racines au XIIe siècle. Et c'est quelque chose de très important comme genèse de précisément ce qu'on appelle la période scolastique. Donc je laisse la parole à Luisa. Voilà. Merci. Merci. En premier lieu à Alain Delibera pour cette invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être ici. Et je n'ai pas préparé de PowerPoint, mais il y a un handout qui, j'espère que vous avez sous les yeux. Et, alors, je commence. Le XIIe siècle est en Europe une période de transformation signifiante, de renaissance. Parmi beaucoup d'autres choses, l'économie, les villes, les réseaux commerciaux, les écoles, les arts et les sciences, la philosophie renaît elle aussi à cette époque, bien qu'elle n'était pas vraiment morte dans les siècles précédents, évidemment. Or, la renaissance de la philosophie latine au XIIe siècle est en même temps aussi une renaissance de la théologie. Au fil de ces 100 années, la théologie latine devient de plus en plus spéculative. L'exégèse des Saintes Écritures se voit flanquée par des réflexions d'ordre rationnel et théorique sur les choses divines, divina, invisibilia Dei, considérées en tant que principe et cause de l'univers créé, naturalia. Cette théologie spéculative est sans doute, au XIIe siècle, comme toujours, un défi pour la physique, la logique, la philosophie du langage. Lorsqu'on parle de Dieu, les lois qui règnent dans la nature créée et les règles de la pensée et du langage, règles qui décrivent et représentent cette nature créée, ne sont plus valables de la même façon. Mais aussi, et en même temps, la théologie spéculative du XIIe siècle est un incubateur, un catalyseur et un multiplicateur de nouveautés théoriques et terminologiques, qui joueront parfois une grande importance par la suite. En théologie, évidemment, mais aussi dans la philosophie du langage, la logique, l'épistémologie, la métaphysique, la psychologie. Parmi les théologiens philosophes de l'époque, les plus subtils sont peut-être Gilbert de Poitiers et certains de ses disciples, les Porretani. On pourrait également faire appel au nom d'un Pierre Abélard ou encore, dans des contextes bien différents, à celui d'un Achard de Saint-Victor, d'un Étienne Lanton et d'autres. Mais ce sont surtout Gilbert et les Porretins qui nous intéressent ici, dans la mesure où non seulement ils ont une vision assez organique et cohérente de la philosophie de la nature et de la théologie, mais aussi parce qu'ils sont probablement ceux qui ont eu la plus grande influence dans la suite de l'histoire de la pensée au monde latin. Gilbert de Poitiers, né peu après 1085 et mort 1154, cultivait les arts du langage, grammaire et logique en particulier, avant de devenir maître en théologie. Dans la première moitié du siècle, à Chartres et à Paris, Gilbert a quasiment vécu à la même période que Pierre Abélard. Ils se sont très probablement rencontrés brièvement, vers 1113 à Laon, où tous les deux ont assisté au cours d'un sermon de Laon. Comme Abélard, mais suivant une meilleure fortune, car il n'a pas été condamné, Gilbert a été soumis à procès à cause de ses doctrines philosophico-théologiques, en 1148 à Rome. Son ouvrage majeur est un commentaire aux opuscules théologiques des poètes, édité en 1966 par Nicolaus Marie Hering. Pour ce qui concerne la théologie disciple de Gilbert, les plus intéressantes au niveau spéculatif sont ceux qui font partie du groupe que Dandin avait appelé, depuis déjà 60 ans,
l'école porrétaine au sens large. J'ai considéré en particulier dans ce groupe, et vous avez la liste dans la première page de l'handout, les regule celestis iuris et la summa quotiam homines dall'Andelil, le disputationes et les institutiones in sacram paginam de Simon de Tournai, les traités anonymes Invisibilia Dei et Summa Suetlensis. Cette dernière est dans un manuscrit attribué à un certain Pierre de Poitiers. Et finalement, Évar d'Ypres, avec son Dialogus Ratio et Everardi, dialogue entre Ratio et Everard. Bien que tous ces ouvrages diffèrent énormément entre eux, ils suivent tous les fondements de la pensée gilbertine. À ces textes théologiques, il faut aussi rattacher des ouvrages que l'on peut qualifier clairement de porrétains en ce qui concerne leur approche, mais qui sont pertinents aux arts du langage. Nous en avons trois anonymes qui sont édités dans les cahiers de l'Institut du Moyen-Âge grec et latin. Le Compendium Logice Porretanum, un traité de logique, édité en 1983 par Steb Emnesen, Karen Margareta Fredborg et Lauge Olaf Nielsen. La Grammatica Porretana, qui est un commentaire sur Christian Mineur, édité en 1988 par Onno Knepkens et Margareta Fredborg. Finalement, le Commentarius in Categorias Aristotelis, édité par Steb Emnesen en 2001. La portée philosophique des ouvrages de Gilbert et de Porretin a été mise en relief depuis longtemps, notamment par des chercheurs de la moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours, toutes partageant deux traits particuliers. La conviction de l'importance de la nécessité de l'étude des écrits théologiques en tant que partie constitutive de la philosophie de cette période, et en plus, et ceci n'est pas du hasard, plusieurs des chercheurs qui... Attends, j'ai oublié une des traits importants. L'intérêt pour le langage et les théories médiévales, pour la logique et les théories médiévales du langage, et la conviction de l'importance de la nécessité de l'étude des éthiques théologiques en tant que partie constitutive de la philosophie de cette période. En plus, et ceci n'est pas dû au hasard, plusieurs des chercheurs qui ont étudié et apprécié Gilbert de Poitiers et les Porretins ont étudié et apprécié aussi Pierre Abélard. En fait, les approches de Gilbert et d'Abélard sont à plusieurs égards très similaires. Excusez-moi. Dans votre handout, en bas de la page 1 et les deux pages suivantes, vous avez une liste nécessairement partielle d'études sur Gilbert et les Porretins. Déjà, les titres des livres et des articles sont parlants. Bruno Maioli a écrit en 1979 les livres avec les beaux titres Gilberto Porretano dalla grammatica speculativa alla metafisica del concreto. Lauge Nielsen a publié en 1976 un article pionnier qui porte comme titre On the Doctrine of Logic and Language of Gilbert Porreta and His Followers. Et un peu plus tard, il a publié un grand livre sur la pensée de Gilbert, sorti en anglais en 1992, intitulé Theology and Philosophy in the 12th Century, etc. Jean Jolivet, dans les années 1980 et 1990, a rédigé plusieurs longs articles magistraux et pionniers sur la théorie des universaux chez Gilbert de Poitiers, ainsi que sur son herméneutique, son épistémologie et sa conception de la matière. Jolivet a aussi consacré des articles et des cours à l'école pratique, section des sciences religieuses, au Porretin Alain de Lille et à sa théologie grammaticale. Alain de Libera a organisé avec Jean Jolivet le symposium de logique et sémantique médiévale qui a eu lieu à Poitiers en 1985, consacré justement à Gilbert de Poitiers et ses contemporains. Les actes de ce symposium, publiés à Naples en 1982, et ayant pour titre Gilbert de Poitiers et ses contemporains aux origines de la logica numerorum, sont encore aujourd'hui une pietra miliare dans les études sur Gilbert et les Porretins. L'article d'Alain de Libera lui-même, dans ce livre, est consacré à la logique et théologie dans la Summa Quotiam Homines d'Alain de Lille. Pour ce qui concerne les autres auteurs, je me limite à mentionner quelques noms. Lambert-Marie Derick, Jean Marenbaum, Klaus Jacobi, Costantino Marmo, Irène Rosier-Catache,
Chris Martin Sten-Ebbesen. À la base de toutes ces études et ces éditions, enfin, il y a les travaux fondamentaux produits à partir des années 50 du XXe siècle par Nikolaus Maria Hering, auxquels nous devons non seulement les éditions des commentaires de Gilbert, Opuscule théologique de Boès, et de plusieurs textes théologiques porétains, mais aussi un très grand nombre d'études sur la réflexion linguistique et sur d'autres aspects de la production gilbertine et porétaine. Vous avez l'indication de la bibliographie des études et des éditions de Hering dans votre photocopie. Il n'est évidemment pas possible de faire une synthèse exhaustive du sens philosophique et historique de cette vaste production lors d'une communication de 30 minutes. Je me limiterai à présenter très brièvement les thèses les plus significatives de la pensée gilbertino-porétaine, surtout du point de vue de l'influence que cette tradition a pu avoir exercée par la suite dans l'histoire de la pensée latine. Et vous avez une liste de ces thèses dans la page 4 de votre polycopier. Examinons donc d'abord quelques thèses fondamentales de la pensée de Gilbert et de Poretin. Je me concentre ici sur des thèses partagées par tous les auteurs et les textes mentionnés, tout en laissant de côté quelques divergences dans leur position. Première thèse, tout étant déterminé, id quod est, subsistens res subjecta, est le résultat d'une agrégation ordonnée des formes inhérentes, concretio. Deuxième thèse, les formes sont les causes des états déterminés. Confère Boès, omne esse ex forma est. Et de ce que l'on dit de ces états. Les formes sont les causes des états déterminés et de propositions qui peuvent être exprimées à propos des choses. Troisième thèse, il n'y a pas de formes séparées, les formes sont toujours immanentes dans le concret, in sunt, in esse. Quatrième thèse, dans la concretio, les formes substantielles, id quo est, ablatif de cause, esse, subsistenze, formes substantiales, par exemple la corporité ou la rationalité, les plus génériques soutiennent et causent celles qui sont moins génériques et plus spécifiques. Et finalement, les formes accidentelles, formes accidentales, par exemple la blancheur. Cinquième thèse, toute chose est singulière, singularis. Les états déterminés sont singuliers, mais aussi les formes inhérentes le sont. Ceci veut dire que chacune des choses déterminées et chacune des formes sont numériquement distinctes des autres. Il n'y a pas, sixième thèse, il n'y a pas de nature commune, à savoir forme, d'espèce ou d'un genre, etc., commune. Gilbert et les Porétains partagent cette thèse avec Pierre Abélard contre le réalisme des universaux dominant au XIIe siècle et encore par la suite. Septième thèse, l'universel n'est qu'une collection de formes singulières semblables, conformes, similes, produite, cette collection, par l'intellect à partir de l'observation de similitudes existantes entre les états concrets. Huitième thèse, le langage est forgé afin de représenter la réalité concrète. Par conséquent, dans les discours quotidiens, ainsi que dans la philosophie naturelle, physica in naturalibus naturalis philosophia, la proposition exprime l'inhérence d'une forme dans un substrat. Le terme sujet représente un état déterminé, le substrat. La copule est exprime une inhérence. Le prédicat signifie une des formes inhérentes dans l'état représenté par le sujet. Par exemple, dans Socrates est albus, Socrates représente Socrate. Albus signifie la forme blancheur de Socrate. Est exprime l'inhérence de cette forme blancheur de Socrate dans Socrate lui-même. Neuvième thèse. Dans les autres sciences, les mathématiques et la théologie, le discours suit apparemment ce modèle qui est propre de la physique, le modèle que je viens de décrire, sujet, substrat, copule, inhérence, prédicat, forme.
Mais les énoncés doivent être interprétés dans les autres sciences comme exprimant non pas une inhérence, mais des équivalences conceptuelles. Albedo est color veut dire la blancheur est une des formes couleurs. Ou encore des identités, comme en théologie, Deus est bonus veut dire Deus est bonitas. 10e thèse, la connaissance et le langage humain ont des limites. Les hommes ne peuvent connaître que les choses concrètes, et même les temps concrets ne peuvent pas être connus complètement à cause du très grand nombre de toutes ces formes singulières. 11e thèse, les toutes simples, Dieu, et les toutes composées, la forme complète constituée par toutes les formes d'un état, les formes présentes, les formes passées, les formes futures et même les formes possibles. Alors, les toutes simples et les toutes composées ne peuvent être ni connues ni exprimées proprement par le langage. 12e thèse, la théologie, s'occupant de ce qui ne peut être ni connu ni dit, donne des réponses extra-rationnelles, paradoxa, enigmata, aux questions qui concernent l'origine première du monde, ainsi que la raison de sa subsistance et de sa permanence. 13e thèse, les philosophes peuvent s'occuper tantôt du monde créé, tout en mettant entre parenthèses son origine inconnaissable et inexprimible, et alors ils sont dits philosophes naturels, naturales philosophi, mais ils peuvent aussi s'occuper du principe premier du monde créé, et alors ils sont dits philosophes théologiques, theologici philosophi. 14e thèse, philosophie de la nature, science des formes séparées par l'intellect, les mathématiques, et philosophie théologique s'impliquent, s'interpellent et se soutiennent l'une l'autre, dans ce que Jolivet a efficacement appelé les jeux des sciences théoriques. La réponse donnée par Gilbert de Poitiers au problème de la distinction entre philosophie et théologie est particulièrement brillante. Ça concerne les deux dernières thèses que je viens de mentionner, la 13e et la 14e. Raison pour laquelle je voudrais m'arrêter maintenant sur cette réponse, la relation entre philosophie et théologie. Commençons par la description que Gilbert de Poitiers donne de la figure du théologien comme philosophe, c'est-à-dire en tant qu'il partage des instruments conceptuels avec le philosophe naturel. Je lis le texte de Gilbert que vous avez à la page 5 de votre handout. Je vais lire en français seulement la partie en gras. Dans les différentes facultés des différents philosophes, les expressions être et être quelque chose sont dites de plusieurs façons. En fait, dans la faculté théologique, l'essence divine que nous posons comme prédicat de Dieu, que nous disons Dieu est appelé l'être de toutes les choses créées. Ici, les différentes facultés des différents philosophes, c'est diversorum philosophorum in diversis facultatibus usus. Par la suite, quand nous disons est un corps ou est un homme, les philosophes théologiques soutiennent, théologici dans le latin, soutiennent que cela est dit par une certaine dénomination extrinsèque qui découle de l'essence de son principe. Au contraire, parmi les philosophes qui, dans leur faculté, ne considèrent que les choses qui ont commencé à être à partir d'un principe, illorum vero philosophorum quibus sue facultatis genera sunt sola illa que ex principio esse ceperunt, certains disent que le verbe être est dit de toutes choses d'une façon équivoque, etc. Plus bas, ainsi, lorsque nous disons l'être est différent de ce qu'il est, c'est la règle de Boès que Gilbert est en train de commenter, lorsque nous disons l'être est différent de ce qu'il est, selon les philosophes théologiques, nous entendons par être ce qui est le principe, par ce qui est ce qui provient d'un principe. Mais selon les autres philosophes, secundum alios philosophos, c'est-à-dire selon les philosophes qui n'étudient que les choses nées d'un principe, nous entendons par être du subsistant uniquement les subsistances qui sont posées comme des prédicats. Ainsi, tant selon les philosophes théologiques que selon les autres philosophes, on peut dire à juste titre l'être et ce qui est sont différentes. En résumant,
Gilbert considère les théologiens comme un sous-groupe de philosophes. Ils sont les philosophes qui s'occupent du premier principe des choses créées, alors qu'ils parlent des autres philosophes comme de ceux qui s'occupent des choses principiées, ex principio. Les traités Anonymum Invisibilia Dei a sûrement été écrit par un disciple de Gilbert, même s'il se montre dans le style, dans la terminologie et les thèmes touchés, assez proche aussi de l'école des 5 Victor. Vers la fin de l'ouvrage, l'auteur reprend la même distinction du commentaire de Gilbert au De Hebdomadibus de Boès, parmi les philosophes théologiques et les philosophes qui étudient seulement les états principiés, le naturalis philosophus. C'est le texte à la page 6 de votre handout, qui commence avec le numéro 107, c'est le numéro du paragraphe dans l'édition de Hering. Si donc Dieu seul est, alors la pierre n'est pas. Considérant cette raison, le philosophe théologique, Theologicus Philosophus, dit que les choses d'ici-bas ne sont pas parce qu'elles peuvent ne pas être. Puisque donc les choses simples ne sont pas sujettes à la mutabilité, les philosophes théologiques disent qu'elles sont réellement, et que par contre les choses composées, comme les sujets qui changent et varient par les différentes formes, ne sont pas. C'est dans ce sens que les théologiens disent que les choses simples sont vraiment. Ici, ils utilisent le mot théologie. Alors que les choses composées ne sont pas. Par contre, les philosophes naturels, naturalis autem philosophus, pensent le contraire et contrasentit. En fait, il dit que sont seulement les choses qui sont par la participation à autre chose, comme les sujets qui subsistent par la participation dans les formes, comme le corps qui est par la participation dans la corporéité. Nous pouvons constater que pour Gilbert et pour l'auteur de Invisibilia Dei, le point de vue du philosophe naturel et celui du philosophe théologique sont, première chose, tous les deux des points de vue philosophiques. Et deuxième chose, ils ne sont pas exclusifs d'alternatives l'un par rapport à l'autre, mais ils s'intègrent et complètent l'un avec l'autre. Pourtant, Gilbert et les Porrétains voyaient très bien la différence entre la philosophie de la nature et la théologie, et en ce sens, nous pouvons les rapprocher des maîtres universitaires du XIIIe siècle. Pour terminer, je voudrais vous montrer une liste de thèses, d'autres thèses et de formules qui seront très répandues dans la philosophie universitaire du XIIIe siècle et qui se trouvent déjà chez Gilbert et ou chez ses disciples. Il s'agit dans plusieurs cas de positions qui seront confirmées et renforcées une fois que la philosophie d'Aristote sera complètement assimilée. Voilà la page 7 dans votre handout. En premier lieu, les Porrétains partagent avec Gilbert une position gnosiologique que l'on pourrait décrire comme empiriste. La thèse ouvertement soutenue est que la connaissance commence toujours par les sens. Invisibilia Dei écrit « Les principes de la connaissance chez l'homme est l'essence, a sensu surgit humane cognitionis principium ». Ou encore, toute intellection a son principe dans l'essence. Elle y trouve l'occasion pour comprendre. Par exemple, en premier lieu, une chose colorée est perçue par la vue, et ensuite l'intellect est invité à comprendre la cause de la chose colorée, à savoir la couleur. Ou encore, la chose, c'est toujours Invisibilia Dei, les choses sont perçues en premier lieu par les sens, puis par l'imagination, ensuite par la raison et finalement par l'intellect. Donc, si on nous proposerait des choses qui ne peuvent pas être perçues par les sens, notre esprit ne pourrait pas être conduit à l'intelligence de la chose invisible. Une autre thèse porrétaine concerne la relation de chiasme entre l'ordre de la nature et celui de la connaissance. Selon cette thèse, vers la moitié de votre page 7, ce qui est premier dans l'ordre de la nature est second dans l'ordre de la connaissance et vice-versa. Il y a deux ordres, c'est toujours Invisibilia Dei. Il y a deux ordres, celui de l'existence et celui de la compréhension, duo sunt ordines, ordo existenti et ordo intelligendi. Dans l'ordre de l'existence, chaque cause précède naturellement son effet et chaque effet est naturellement postérieur à sa cause. Dans l'ordre de la compréhension, l'inverse se produit,
puisque ce qui précède naturellement, intellectuellement, est postérieur, et ce qui est postérieur naturellement, intellectuellement, précède. Et puis en bas, on connaît les choses premières par les secondes, les inconnues par les connues, les intelligibles par les sensibles. En effet, par les choses visibles, on arrive aux formes visibles, et par les formes visibles, on atteint aux causes intelligibles. Et j'ai marqué en bas quelques références au texte d'Aristote, et évidemment, Thomas d'Aquin a beaucoup utilisé cette dichotomie entre ce qui est simpliciter notio, les choses qui sont simpliciter notiora ou notiora quod nos. Encore, les Porrétains concordent sur le fait que le langage reflète et exprime comme il le peut la pensée. La thèse à la page 8, selon Invisibilia Dei, encore une fois, modum intelligendi sequitur modus loquendi. La façon de parler suit la façon d'entendre. Et encore une phrase, cette fois de Simon de Tournai. Du fait que Dieu n'est pas compris par l'intellect, il ne peut pas être signifié. Cum non sit intelligibilis non est significabilis. Et chez Alain de Lille, là où l'intellect fait défaut dans ce qui est signifié, le pouvoir de signifier en fait aussi. L'idée que la façon de signifier suive la façon d'entendre est centrale dans le XIIIe siècle dans la grammaire spéculative et fortement imprégnée de la philosophie aristotélicienne dite modiste. Mais nous trouvons aussi chez Thomas d'Aquin la thèse sicut intellicitur ita significatur, et encore chez Pierre d'Aveigne plusieurs fois, comme il a été remarqué par plusieurs études, et on la trouve chez Dan Scott qui la critique. Il y a un article d'Olivier Brunois, un vieux article d'Olivier Brunois qui nous parle de ça. D'ailleurs, la distinction des trois modes, modi significandi, intelligendi et descendi, qui est centrale dans la grammaire modiste, est amplement attestée dans les textes porrétains, ainsi qu'en ébauche chez Gilbert de Poitiers lui-même. Une autre théorie importante développée au XIIIe siècle dans le domaine des arts du langage est la sémantique dite terministe. Elle est fondée sur le principe de l'approche contextuelle, comme a été bien montré par Lambert Déric. Or, cette approche est clairement présente dans les écrits de Gilbert de Poitiers et de Porrétain. On y trouve par exemple exprimé d'une façon assez formelle les principes, à la page 9, le principe talia sunt subjecta qualia predicata permittunt. Les sujets sont tels que le prédicat leur permette d'être. Dans la Summa Suetlensis, la règle semble être formulée dans le cadre de la réflexion sur la proposition trinitaire. Enfin, elle est formulée dans le cadre de la réflexion sur les propositions trinitaires. Au sein de ce même passage, la sémantique des propositions trinitaires est décrite dans la Summa Suetlensis à l'aide des notions de suppositio communis et suppositio discretiva, qui sont très proches de la terminologie utilisée par les logiciens du siècle suivant. D'ailleurs, chez les terministes du siècle suivant, les principes talia sunt subjecta qualia predicata permittunt étaient considérés comme la loi de la suppositio. Je lis quelques lignes de la Summa Suetlensis. Chaque fois que nous utilisons comme sujet des noms qui sont communs à 2 des 3 personnes de la Trinité et que nous utilisons comme prédicat des noms communs aux 3 personnes, nous parlons de chacune des 2 personnes qui sont supposées par les noms communs utilisés comme sujet. Ou encore, si on utilise comme sujet dans les propositions des termes qui supposent en commun les 3 personnes de la Trinité, et on pose comme prédicat des termes communs ou discrets, les objets dont on parle sont certifiés par le prédicat, qualia sint subjecta predicata permittunt. Ou encore, si nous utilisons en tant que sujet des termes qui sont communs aux 3 personnes de la Trinité et qui sont dites des 3 personnes en commun, et nous posons comme prédicat des noms discrets, l'objet du discours sera déterminé en fonction des prédicats, secundum predicata eligimus subjectum. Les principes de l'approche contextuelle et la notion de suppositio sont présents aussi dans les écrits d'autres porrétains, tels qu'Alain de Lille,
tel qu'un Landélil. Jan Pijnborg l'avait déjà vu en 1968 quand il écrivait « Some features of the theory of supposition, and especially of suppositio simplex, are better understood viewed against the background of some texts that include a more intentional approach to meaning. I'm thinking of two items in particular, the logic of Gilbert of Poitiers and his pupil, and the discussion of the concept of consignification. » D'autres notions d'ordre sémantique utilisées par Gilbert et Le Poretin semblent naître plutôt dans le cadre de la théorie herméneutique. Dans ce sens, une distinction fondamentale est celle entre, page 10, dans votre photocopier, le signifié propre des mots, sensus quem faciunt verba, et le signifié visé par l'auteur du texte. Devant un texte, selon Gilbert, il faut arriver à comprendre non le sens des mots utilisés, sensus quem faciunt verba, mais le sens visé par son auteur, sensus ex quo fiunt verba. Quelques lignes de Gilbert de Poitiers, celui qui écoute ou lit un texte doit évaluer la conception de l'orateur ou de l'écrivain à partir de ce que la signification des mots en montre. Ou encore, certains qui sont des insolents ne prennent pas les mots selon le sens qui est dans l'esprit de celui qui parle, mais au contraire, le sens à partir des mots. Non ex sensu mentis eius qui loquitur verba, sed ex verbi sensum. Une ligne de Simon de Tournai. Les mots signifient une chose de deux façons, ou selon le sens produit par les mots, ex sensu quem faciunt verba, comme dans Simon écrit, ou dans le sens à partir duquel les mots sont produits, ex sensu ex quo fiunt verba, comme dans le zèle de Simon écrit. Ou encore, le sens des mots est double. Il y a le sens produit par les mots et le sens à partir duquel les mots sont produits. Une autre distinction herméneutique, souvent utilisée par les Poretins, et qui aura fortune dans la suite, est celle entre l'utilisation usuelle, usus, et le signifié propre des mots utilisés dans une proposition qui normalement est interprétée dans un sens propre figuré. Dans ce cas, la règle est que s'il y a un contraste entre le signifié usuel, usus, et le signifié propre d'une proposition, virtus nominum ou virtus significationis, il faut considérer non pas ou pas tellement la force exercée par les mots, mais plutôt la force que représente leur compréhension habituelle ou usuelle. Alain Delille écrit « Bien que selon la force propre de la signification des mots ex virtute significationis, dans cette proposition, la proposition est nihil est Deus, rien est Dieu, alors bien que selon la force des mots, dans cette proposition, on nie seulement les créatures, toutefois, à cause de la force plus puissante de l'usage, ex violentia usus, il semble qu'elle nie à la fois les créatures et les créateurs. Alain Delille introduit ici la notion de virtus significationis, laquelle, à côté de celle de virtus nominum, peut être rapprochée de la notion de virtus sermonis, si importante dans le débat scolastique du bas Moyen-Âge. En conclusion, les textes de Gilbert et de Poretin méritent d'être lus. Il est vrai, ils sont parfois difficiles, mais leur beauté est aussi, voire plus puissante que leur difficulté. Ils doivent être lus également parce qu'ils nous aident à mieux comprendre la philosophie et la théologie des siècles à venir. Finalement, on doit une place dans nos lectures à Gilbert et les Poretins car ils nous obligent à nous libérer des distinctions trop schématiques et rigides, souvent peuplées de conceptions étroites, voire anachroniques, sur ce qui serait la philosophie, et la philosophie médiévale particulièrement. Merci.